Il faut bien comprendre que pour réduire nos émissions de CO2, il va falloir actionner une myriade de projets d'investissement, de changement de comportement, de changement de mode de vie, de mode de production. Difficile d'imaginer que l'État puisse être le chef d'orchestre de tout ça sans envoyer des incitations plutôt que des obligations. Les obligations, c'est comment vous allez pouvoir différencier un vol Paris-Toulouse, qui est important et créateur de valeur sociale malgré les émissions de CO2 qui sont associées, à un vol Paris-Toulouse d'une personne qui y va pour des choses totalement secondaires. Donc ça va être très difficile. Donc l'avantage d'une tarification carbone, c'est-à-dire cette simple application du principe pollueur-payeur, qui est un principe constitutionnel en France, qui est contenu dans la charte de l'environnement, ce principe pollueur-payeur consiste à imaginer un mécanisme d'incitation qui permet d'annihiler la myriade d'intérêts individuels avec l'intérêt général. Et l'idée est assez simple. Il existe en économie depuis 1920, Arthur Pigou, qui insiste à dire il suffit de faire en sorte que les gens qui émettent du CO2 et qui sont là et qui, sans tarification de carbone, n'intégreraient pas dans leurs décisions les dommages engendrés par ce CO2, de les inciter à l'intégrer en leur faisant payer au niveau du dommage qui est engendré. Et donc il faudrait idéalement une tarification du carbone payée par tout le monde, parce que, de la même façon, parce que toutes les molécules de CO2 engendrent le même effet sur le climat, que ce soit en brûlant de l'essence dans votre moteur, en vous chauffant au fioul domestique ou en vous déplaçant en avion, mettre un prix du carbone qui fasse que les gens, parce qu'ils doivent payer ce prix-là s'ils ne font pas les efforts de décarbonation, alignent leur intérêt avec l'intérêt général. Oui, il existe beaucoup de problématiques où compléter une tarification de carbone par des mécanismes d'obligation ou d'interdit peut être utile. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, interdire les chaufferettes sur les terrasses des cafés, c'est une évidence. Le bénéfice sociétal de ces chaufferettes est largement inférieur, étant donné que l'essentiel de cette chaleur se dissipe très très rapidement, et ces bénéfices sociétaux sont bien inférieurs aux coûts liés aux dommages engendrés par ces chaufferettes. Donc là, voilà une interdiction assez évidente, mais il faut faire une analyse coût-bénéfice pour chacune de ces actions. Mais je vais vous donner un autre exemple plus compliqué, par exemple l'interdiction des voitures thermiques en 2035, qui est en discussion pour l'instant au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe en 2034 si on n'a pas de tarification du carbone et si le prix de l'essence descend à 1 euro, et ce qui n'est pas impossible parce qu'il est fort probable que le prix du baril sur le marché international baisse quand les pays riches en pétrole vont réaliser qu'ils ne vont pas pouvoir, et loin s'en faut, vendre tous leurs stocks dans les décennies à venir. Ils vont essayer d'écouler leurs stocks avant qu'il ne soit trop tard, qu'on aille à zéro émission nette et qu'on ne consomme plus leurs biens. Et donc le prix du baril va sans doute baisser. Et donc qu'est-ce qui se passe en 2034 si on n'a pas de tarif du carbone et que la voiture électrique reste aussi chère qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce qui n'est pas impossible étant donné les problématiques de matières premières associées par exemple aux batteries. À ce moment-là, on aura un vrai problème d'acceptabilité sociale. On va obliger les gens à utiliser des moyens de transport individuels, la voiture électrique, beaucoup plus chère, ou en tout cas plus chère que la voiture thermique équivalente. Et donc là, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour passer à la voiture électrique en 2035, mais je voudrais quand même qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en 2034 si on n'a pas de tarification du carbone? Et donc vous voyez qu'il y a une complémentarité entre cette vision politique, dire idéalement, ça serait bien qu'en 2035, on n'ait plus de voitures thermiques, mais il faut le compléter avec un mécanisme qui fasse que chacun réalise toutes les catastrophes qui vont se produire si on ne fait pas ces efforts. Et la tarification du carbone fait ça. Alors donc, je vous ai expliqué il y a 2 minutes qu'idéalement, l'approche Arthur Pigou de 1920 consiste à dire on va aligner le prix du carbone sur le dommage qui est engendré par ce carbone, de manière à aligner les intérêts privés avec l'intérêt général. C'est assez compliqué à faire parce qu'on ne connaît pas encore très bien l'intensité des dommages. On sait que les dommages existeront, qu'ils peuvent être plus ou moins importants. Et puis on ne sait pas non plus très bien dans quel environnement économique ces dommages vont être engendrés. Peut-être que dans les
générations futures, le niveau de prospérité de nos économies sera tellement supérieur à celui d'aujourd'hui que ces dommages seront faciles à traiter par les générations futures qu'on n'a pas de problème. Et donc on a une problématique d'actualisation, notamment donner une valeur aujourd'hui à un bénéfice distant dans le temps. Une chose compliquée, donc les économistes ont des difficultés, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, mais juste pour vous signaler que ces dernières semaines, l'EPA, l'Environmental Protection Agency américaine, qui est une institution très importante pour toutes les réflexions, analyses socio-économiques des efforts de dépollution et de qualité de l'environnement, a émis un avis qui dit qu'il faudrait que le prix du carbone soit, en faisant ce type de calcul, d'estimation du dommage engendré, jusqu'à maintenant, il proposait $50 la tonne de CO2. Brusquement, depuis quelques semaines, il propose $200. Et juste pour vous donner une idée, c'est la taxe carbone, pour comparer à ce qui se passe aujourd'hui en France. En France, on a 2 tarifications de carbone. On a une taxe carbone qui prévaut sur la mobilité et le chauffage, qui a été gelée par Emmanuel Macron à la suite du mouvement des Gilets jaunes, qui est à 44,6 € la tonne de CO2, donc 5 fois moins que ce qu'on pense, que ce que l'EPA pense être nécessaire pour aligner l'intérêt général l'intérêt privé avec l'intérêt général. Et puis il y a un autre mécanisme d'arrivisation du carbone en Europe, qui est le marché de permis d'émission, qui couvre le marché de l'électricité et l'industrie. Et ce marché établit un prix d'équilibre entre l'offre et la demande de ces permis qui aujourd'hui circule autour de 75 € la tonne de CO2. Vous voyez que dans les 2 cas, on est probablement loin du compte. Et puis il y a peut-être aussi une troisième problématique qui est finalement il y a une décision politique qui a été faite en Europe, il y a une décision politique mondiale qui a été faite dans les accords de Paris de dire de ne pas dépasser 2 degrés Celsius. Et là, pour 2 degrés Celsius, on ne peut pas dépasser une certaine quantité d'émissions, globale d'émissions dans les décennies à venir, qu'on pense être, le dernier rapport du GIEC, autour de 1000 gigatonnes de CO2. Sachez qu'on émet à peu près 50 gigatonnes par an de gaz CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Et pour respecter, s'assurer qu'on ne dépasse pas ce budget carbone, eh bien, il faudrait sans doute un prix du carbone qui là aussi circule autour de 200, rapidement 250, 500 et 700 € la tonne de CO2 dans les 30 prochaines années. Oui, il y a la transition énergétique et inégalité est un problème assez central. Le lien est assez fort parce que on sait qu'en France et en Europe, la part des budgets des ménages consacrés aux dépenses d'énergie est décroissante avec le revenu. Et donc les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante. Donc quand vous augmentez le coût ou le prix de ces énergies, vous augmentez les inégalités. D'accord ? Donc ça, c'est le point de départ et c'est problématique pour toutes les politiques climatiques, pas que pour la taxe carbone. Par exemple, quand vous organisez un mécanisme d'incitation à l'installation de panneaux photovoltaïques à un prix de rachat garanti sur les toits des maisons, comme ce prix garanti est largement supérieur au coût de production du mix énergie électrique français et européen, parfois jusqu'à 10 fois supérieur, vous augmentez le prix de l'électricité. Et cette augmentation de prix de l'électricité est portée par tous les consommateurs, les ménages modestes aussi. Et donc là aussi, vous augmentez les inégalités. Donc il y a une petite injustice à critiquer la taxe carbone parce qu'elle est contre les inégalités sociales. En plus, c'est l'inverse qui se passe parce que contrairement à ce tarif de rachat d'électricité des panneaux photovoltaïques, où le bénéfice sociétal va dans la poche des ménages qui disposent d'un toit sur lequel ils peuvent installer des panneaux photovoltaïques, donc plutôt des ménages aisés. Dans le cas de la tarification du carbone avec une taxe carbone, vous engendrez un flux fiscal qui peut être utilisé, qui devrait être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Et à ce moment-là, vous avez là un instrument, taxe carbone avec redistribution, qui combine la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités. Mais là, aujourd'hui, il y a un problème de crédibilité politique au niveau de perception de cette crédibilité par l'opinion publique. Je pense que la parole de l'État a perdu de sa crédibilité, mais dans tous les domaines. Et c'est un problème de démocratie en général. Et donc, quand le politique dit « et je vais reconstituer une tarification du carbone et je vais redistribuer le revenu de cette taxe aux ménages les plus modestes », les gens n'y croient pas.
Et donc on a un problème, mais ce n'est pas un problème de taxe carbone, c'est un problème de démocratie. Oui, oui, c'est un vrai sujet. Hein, est-ce que nous investissons suffisamment pour les générations futures? On a le problème de la dette publique, on a le problème du changement climatique, on a un problème de 36 pollution. En même temps, notre génération, les générations précédentes ont constitué un capital. On est ici au-dessus des toits de la ville de Paris. Regardez quand même, on va léguer aux générations futures des choses assez extraordinaires, des infrastructures électriques, des infrastructures de transport, des TGV, c'est extraordinaire. Et puis un capital de connaissances scientifiques qui est le résultat de sacrifices. On a investi dans des chercheurs qui ont consacré leur temps et l'énergie à créer ces nouvelles connaissances. Donc est-ce qu'on en fait assez envers les générations futures? Il y a c'est une vraie problématique. En particulier, c'est une problématique quand on imagine qu'on va continuer de vivre dans un monde en croissance. Alors je sais que c'est un problème super touchy. Hein. Est-ce que ce qu'on a vu sur les 2 derniers siècles, cette croissance économique de 2% par an, qui fait qu'aujourd'hui on consomme 50 fois plus de biens et services que les générations qui vivaient il y a 2 siècles, est-ce que cette croissance, cette prospérité va se poursuivre ou au contraire, est-ce que notre civilisation va s'effondrer? Et dans ce cas-là, évidemment, selon les scénarios que vous considérez, notre responsabilité envers les générations futures doit peut-être vue dans des optiques complètement différentes. Si nous pensons à l'effondrement, nous devons absolument faire énormément. Et si on peut faire en sorte que malgré cet effondrement, les générations futures n'aient pas en plus apporté le changement climatique, je pense que c'est un élément très important parce que ce sont les générations futures qui sont pauvres et c'est important parce que nous avons de l'aversion de l'égalité, nous sacrifions plus notre bien-être aujourd'hui pour subvenir aux leurs. Au contraire, si on anticipe une continuation de la croissance économique, c'est vrai qu'il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop et surtout, la conséquence, c'est qu'il ne faut pas un prix du carbone très élevé. Et ça, on le fait à travers un taux d'actualisation élevé lorsqu'on anticipe une croissance forte. Et ça, c'est justifié par le fait qu'il ne faut pas en faire beaucoup parce que si les générations futures sont bien plus prospères que nous, pourquoi sacrifier notre bien-être pour ces générations-là alors que, comme vous venez de le dire, il faudrait peut-être faire l'inverse. Mais donc voilà, tout dépend de nos anticipations sur la croissance. Et peut-être faudrait-il que nous nous mettions démocratiquement d'accord sur notre perception de l'avenir du monde, de la probabilité d'effondrement de notre civilisation, la probabilité que la croissance se poursuive et en conséquence dessiner une politique de responsabilisation de la génération actuelle envers la génération future. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Si nous étions certains que dans 10 ou 20 ans, nous soyons capables de décarboner notre mix électrique, décarboner nos modes de vie à des coûts faibles, on pourrait se laisser aller et dire attendez, attendons que cette technologie émerge et nous résolverons le problème sans être attentatoire au pouvoir d'achat des ménages. Ça, c'est une politique qui est soutenue par des techno-optimistes qui imaginent que l'hydrogène va nous sauver, qu'on va pouvoir capturer et séquestrer le CO2 à des coûts très faibles. Et donc voilà, c'est une catégorie de gens. Il y a une autre catégorie de gens qui pensent à l'inverse, que les technologies ne nous sauveront pas cette fois-ci. Les progrès technologiques nous ont beaucoup sauvés ces 2 derniers siècles. Mais peut-être cette fois-ci, ça ne va pas se passer. Et il y a des gens qui sont convaincus que ça ne va pas se passer. Et effectivement, quand on réfléchit à la disponibilité de matières premières, terres rares, nickel, cobalt, les problématiques de l'importance de la technologie de stockage de l'électricité pour affronter les périodes météorologiques où il n'y a pas de soleil et pas de vent, comme dans un monde avec un mix électrique 100% renouvelable, quand on imagine effectivement tous ces verrous qui pourraient empêcher l'émergence d'un zéro émission net à des coûts raisonnables, peut-être que la seule solution à ce moment-là, c'est d'obliger les gens à avoir des modes de vie plus sobres. Et beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui. Alors moi, je suis pour une sobriété,
mais une sobriété qui est pilotée par une incitation à un prix du carbone à des niveaux que j'ai cités tout à l'heure. Mais vous voyez qu'entre ces deux extrêmes, ces deux attitudes techno-optimistes et techno-pessimistes, il y a sans doute un juste milieu qui intègre à la fois les scénarios les plus extrêmes d'un camp comme de l'autre. Les scénarios de la non-émergence de technologies vertes et celle de l'émergence de technologies vertes. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas.